Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce débat, émission spéciale d'ailleurs, qui nous permettra de faire la lumière sur le nouveau code électoral ou le code électoral modifié à l'Assemblée nationale, j'allais dire, par les députés. Le mardi 5 mars 2024, l'Assemblée nationale a procédé à une réforme du code électoral. Les débats ont eu lieu en présence des députés de tous les partis politiques représentés au Parlement par l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Le vote du code électoral modifié est intervenu avec 119 voix pour, il faut le rappeler, 28 voix contre et une abstention. Le vote intervenu consacre la volonté de l'Assemblée nationale, selon certains députés de la mouvance, de donner un contenu réel au renforcement des partis politiques au Bénin. Selon les députés de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates, il s'agit entre autres d'un code électoral d'exclusion. Nous aurons le temps de faire la lumière sur toutes ces arguments ou du moins ces expressions afin de voir clairement est-ce qu'il s'agit d'un code d'exclusion réellement. Pour lever un coin de voile sur le code électoral voté mardi dernier et qui attend la décision de la Cour constitutionnelle avant sa promulgation par le chef de l'État, nous recevons dans ce studio deux analystes politiques et pas les moindres. Ils vont donc faire leur développement autour du thème les innovations du nouveau code électoral. Le code électoral voté à l'Assemblée nationale mardi dernier, quelles sont les innovations qui s'y trouvent? Docteur Eugène Alassoupo, il est sur ce plateau. Docteur Eugène Alassoupo, bonjour. Bonjour Maury et bonjour aux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions parlementaires, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de lui, nous recevons pour vous Franck Kenevor. Franck Kenevor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en communication et en gouvernance locale et vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Ma première question, d'ailleurs, s'adresse à vous, Franck. Pouvez-vous brièvement nous rappeler ce qui a amené les députés de la 9e législature à apporter des amendements au code électoral? Merci beaucoup. Je pense que cette nécessité de réviser le code électoral résulte d'une décision de la Cour constitutionnelle, en effet saisie par un citoyen par rapport à une situation d'inégalité entre les parrains. La Cour constitutionnelle a souhaité que l'Assemblée nationale puisse corriger ce problème. C'est vrai que c'est un problème de cohérence entre les dates, mais c'est aussi un problème de droit qui s'est posé parce que les élections générales de 2026 commencent en janvier 2026 et dans l'esprit, disons, de tout le monde, y compris moi, et je lis aussi que la Cour constitutionnelle est sur cette lancée aussi dans sa décision, c'est que c'est les députés et les maires actuellement en place qui devraient parrainer, disons, le duo, les candidats à la présidentielle de 2026. Mais si ce n'est pas l'intervention du chef de l'État appuyée par certains députés, honnêtement, je pensais que la lecture qui découlait des articles de la Constitution et du Code électoral nous invitait à ce que ce soit les maires actuels. Mais dans ce cas de figure, il se pose un problème parce que disons que pour les députés, par exemple, certains, ceux qui ne seraient pas réélus, on serait, disons,
à 72 heures de l'installation de la nouvelle législature, lorsqu'on va clôturer le 5 février les dépôts des candidatures. Donc, il se pose un problème pour les députés de parrainer, disons, les duos de candidats. Pour les maires aussi, on aurait déjà eu le 1er février 2026 une première vague d'installation de maires. Donc, on a des maires qui sont en place depuis 2020 et le 1er février 2026, de nouveaux maires seront installés, mais il restera parmi les anciens certains maires. Et donc, la clôture du dépôt des candidatures étant le 5 février, on peut se poser des questions sur quel député, quel maire pourrait parrainer légitimement entre ceux qui viennent d'être élus et qui ne sont pas installés et ceux qui sont là et vont terminer leur mandat pour ce qui concerne les députés. Et au niveau des maires, c'est encore plus complexe parce qu'une partie des maires actuels qui ne seraient pas réélus seraient déjà remplacés le 1er février. Donc, on aura des maires élus ou désignés de 2020 en place et des maires élus ou désignés de 2026 aussi en place. Donc, il y a un chevauchement de calendrier sur peut-être, disons, une semaine pour ne pas aller dans les détails. Donc, le requérant avait souhaité que la Cour se prononce sur cette question et la Cour a donc souhaité que les députés reprennent, usent de leur pouvoir d'initiative de loi pour corriger cette anomalie au niveau, disons, du code électoral. Et donc, c'est pour cette raison que, d'abord, les députés avaient pensé dans un premier temps qu'il fallait réviser la Constitution pour ramener l'ordre normal des élections. Pour moi, je sais que le débat a eu lieu dans le pays. Pour moi, lorsque vous faites les élections générales, il faut forcément commencer par la présidentielle. Mais le fait de commencer par les législatives et les communales, ça va déteindre négativement sur la présidentielle parce qu'une présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Mais vous venez de faire 2 élections, il y a des leaderships qui se sont affirmés au niveau local, mais Dieu merci, la réforme du code électoral va atténuer un peu cette tendance. Mais je ne veux pas aller en profondeur parce que ce n'est pas le sujet de notre émission, mais c'est toujours mieux de commencer les vagues d'élections par la présidentielle. C'est ce qui a été fait en 2011 ici. Et donc, c'est bien que on ait décelé cette anomalie et que le législateur se soit prononcé pour faire ces corrections-là. C'est vrai aussi que le législateur est allé au-delà de ce que la Cour a indiqué, mais nous sommes dans un régime où les fonctions sont séparées. La Cour est intervenue non pas en tant que juge de constitutionnalité, mais organe de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Et donc, dans ce cadre, elle a donné des orientations. L'essentiel est que l'objectif soit atteint et que la cohérence, le problème d'avoir pour des maires élus la même période l'impossibilité de ne pas délivrer de parrainage ou non, c'est corrigé maintenant et je pense que en attendant la décision de la Cour constitutionnelle, on peut évoluer. Alors, je rappelle que nous sommes sur ce plateau donc pour voir les innovations en ce qui concerne le nouveau code électoral. Vous venez de nous rappeler ce qui a amené les députés donc à apporter des modifications à ce code. Vous avez fait allusion au vote par rapport à la Constitution, à la révision de la Constitution qui a d'ailleurs échoué. Et je voulais vous dire à ce propos que vous avez suivi les débats et que peut-être
peut-être quand 2026 passera et que les craintes des uns et les autres seront dissipées, ils pourront décider de revenir à la normale et d'organiser les présidentielles. On va faire le débat. Je pourrais encore vous permettre de vous prononcer à ce propos tout à l'heure. Ce sera avec plaisir. Moi, je crois fondamentalement qu'il faut, quand il y a des élections générales, il faut commencer avec la présidentielle. Et ceux qui font la politique aussi, ils croient. Et j'ai des éléments d'appréciation. Maintenant, la Constitution qui a institué les élections générales, on sait les conditions dans lesquelles elle a été votée, donc on peut comprendre que l'absence d'un débat national sur la question a été préjudiciable à l'ordonnancement des élections dans l'ordre souhaité. Vous voyez, si on a une majorité qui se dégage lors des élections législatives et des élections communales et que le président vient et il n'est pas issu de cette majorité, par exemple, ça peut être un problème. Absolument. En France, le président est autorisé à dissoudre l'Assemblée nationale pour retourner devant les électeurs, mais au Bénin, ce pouvoir, cette interaction entre l'exécutif et le parlementaire n'existe pas. Donc, il y aura une cohabitation et on sait les conditions dans lesquelles on fait les cohabitations dans notre pays. Surtout qu'aujourd'hui, la décision, la réforme du code électoral vise à éviter toute transhumance au niveau des partis politiques. Donc, je pense que on aura une autre émission parce qu'on est là plutôt sur la réforme du code électoral. Je suis d'accord, c'était important quand même de brosser cette question. Eugène Alosupo, je me retourne vers vous. Et quelles sont aujourd'hui les modifications significatives qui ont été apportées au code électoral et qui seront utilisées qui sera utilisé, puisque je parle du code électoral, lors des élections générales de 2026? Première innovation importante, c'est que désormais, nous passons de 10% à 15% en matière de parrainage. Lorsque vous êtes candidat à une élection présidentielle, il aurait fallu que 15% des élus nationaux et communaux vous parrainent. Deuxième innovation, il faut avoir eu, en tant que parti politique, au terme d'une élection, 20% des suffrages dans une circonscription électorale. C'est fondamental. Ça veut dire quoi? Que lorsque 20 électeurs ont voté dans une circonscription électorale, le parti, pour être pris en compte, doit avoir au moins 4 électeurs. Ça fait les 1/5. Autre innovation, la présidentielle, du moins la candidature pour la présidentielle est désormais déposée à la Sénat avant l'organisation des élections législatives et communales. C'est peut-être une façon de régler la question qu'évoquait tout à l'heure M. Kenevo. Sur ces innovations-là, il faut comprendre que nous sommes dans la démarche qui a prévalu en 2019. Le renforcement, d'abord l'instauration du système partisan et nous en sommes aujourd'hui à son renforcement. Renforcement des partis renforcement du système partisan. Parce que de plus en plus, les décisions n'appartiennent plus aux individus, mais plutôt aux partis politiques. Vous allez constater que ce code électoral a renforcé l'hégémonie des partis politiques. Et donc, désormais, on ne parlera plus de partis régionaux, mais de partis à envergure nationale. Cela consolide également la personnalité politique de ceux-là qui seront appelés à nous diriger. Vous savez, auparavant, ce sont des individus qui étaient forts. Les partis étaient dirigés par quelques personnalités, par quelques groupes.
Et bien pour être positionné sur les listes, c'est selon l'humeur et la proximité avec celui-là qui est le responsable du parti. Nous sommes en train de dépasser ces étapes-là et nous en venons aujourd'hui à un fonctionnement politique solide dans les partis politiques. Et lorsque vous êtes responsable de parti politique et vous n'instaurez pas la démocratie, le vent va vous emporter. Puisque désormais, il faut être représentatif dans toutes les circonscriptions électorales. Oui. Cela dit que vous avez une structuration linéaire, cohérente, fonctionnelle dans l'ensemble des 24 circonscriptions électorales. Et vous savez, dans l'organigramme des partis politiques, vous avez des coordonnateurs de circonscriptions électorales, vous avez des coordonnateurs communaux. Tous ceux-là doivent travailler désormais à assurer une victoire certaine à leur parti politique. La tendance aujourd'hui en est à comprendre que les partis politiques n'ont pas le choix que de bien fonctionner. Ils sont devenus des maillons essentiels. Tout au moins, la gouvernance du pays et même des questions de développement reposent désormais sur les partis politiques. Il serait de bon ton que ceux-là qui sont les responsables de ces partis comprennent désormais que dans leur démarche, ils doivent prôner une approche plus conciliante, une approche de valorisation du mérite, une approche qui permette de rassurer tout le monde. Vous savez, malgré le système partisan en cours, les élections, les dernières législatives ont créé pas mal de difficultés dans les partis politiques. Parce qu'il y en a qui sont positionnés à la 8e législature et qui espéraient être à la 9e législature. Mais c'est le parti qui décide de qui sera candidat ou qui ne le sera pas. Beaucoup ont grincé les dents sur ce chemin-là. Et c'est à croire que désormais, nous quittons les sentiers battus pour une linéaire plus sûre et plus rassurante en ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques. Eugène Aloussoukpo parlait de partis forts, Franck Kenevort, et aussi l'on considère que dans la vie, il faut rechercher le meilleur et non chercher à regresser. En quoi alors ce code fait des partis politiques les vrais acteurs de la gouvernance? Vous êtes spécialiste de la gouvernance et en quoi également ce code fait de ces partis politiques des vrais acteurs de développement? Merci beaucoup. Moi, je suis un passionné du système politique américain. Je suis l'élection présidentielle aux États-Unis chaque année, même s'il faut rester tard dans la nuit. Je suis passionné par ce modèle américain. Et je ne suis pas dans les confidences du président de la République, je crois que ce qu'il a proposé aux Béninois en 2016 et qui a été accepté, je crois que ça tend vers ça. Et c'est ça qui me réjouit lorsque j'ai eu les réformes opérées par, disons, le Parlement il y a quelques jours. Vous savez, aux États-Unis, lorsque vous êtes désigné candidat, c'est que vous avez fait les primaires. Et on tend vers ça inévitablement parce que pour que le candidat, je prends l'exemple des communales de 2020, comment est-ce qu'on sort fraîchement d'une élection où les citoyens ont plébiscité un parti politique et que pour l'élection du maire, le parti politique positionne quelqu'un que les autres conseillers rejettent. Ça veut dire que la réforme qui vient d'être faite à l'Assemblée nationale oblige fondamentalement les partis politiques à une démocratie interne qui va impacter le choix, la désignation même des candidats à tous les niveaux d'élection. À tous les niveaux d'élection. Parce que si, véritablement,
un parti politique veut s'en sortir, il est obligé de s'appuyer sur les militants les plus populaires à la base. C'est ça. Et ça suppose aussi, et je le disais sur la radio nationale il y a quelques jours, que les partis politiques, malgré le financement public, je ne vois pas encore une vie animée, une présence au niveau des cellules de base. Or, c'est là que se développe le contact entre un parti politique et les citoyens. Et c'est là où, quand on dit que appuyer, renforcer le système partisan, ça nous amène à une citoyenneté plus responsable, c'est à ce niveau. C'est des activités qu'on n'a même pas besoin d'être qui n'ont même pas besoin d'être médiatisées, mais c'est des formations, c'est des échanges, c'est l'apprentissage. Moi, je suis dans la gouvernance locale et je déplore l'absence de démocratie au niveau de nos quartiers de ville, au niveau de nos villages, au niveau de nos arrondissements. C'est les partis politiques qui doivent travailler. Parce que si vous avez, par exemple, la mairie d'Abomey-Calavi, ici c'est Abomey-Calavi. Nous sommes, oui, tout à fait, la si commune d'Abomey-Calavi. L'UPR qui a le contrôle d'Abomey-Calavi, pour que les gens puissent sentir la présence de l'UPR à Abomey-Calavi, c'est dans les quartiers de ville et dans les villages où les cellules impactent, les cellules accompagnent les conseillers par rapport à l'orientation du parti. Et comment est-ce que moi je sais, en tant que spécialiste de la gouvernance locale, que telle commune est dirigée par tel parti plutôt que tel autre? C'est dans l'orientation, c'est dans les idéaux du parti que je retrouve dans la gestion de la commune. Donc il y a un travail énorme. Heureusement qu'on a près de 2 ans pour faire ça. Deuxièmement, vous savez, la question de cohérence au niveau national, à défaut d'être impulsée par, disons, les collectivités territoriales, il n'y a que les partis politiques. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas les associations, parce qu'on n'a aucune ONG d'envergure nationale, on n'a aucune association d'envergure nationale qui puisse fédérer tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'est. Mais un parti politique peut le faire. Et donc, la réforme du code électoral que j'ai lu, je n'ai pas encore toute la loi, ce que j'ai lu dedans, ça va nous permettre d'avoir des partis forts. Et ces partis forts vont pouvoir influencer sur même le président de la République, parce qu'il serait issu de cette formation politique. Moi, je pense à François Hollande. Si François Hollande, en France, n'était pas un élu du Parti socialiste, il aurait pu s'entêter pour faire un deuxième mandat. Vous voyez? Donc, la réforme qui a été annoncée, c'est vrai que les 15% progressivement, parce que pour que la classe politique, dont je déplore le manque de dialogue, vous savez, on peut ne pas être de la mouvance ou de l'opposition, mais dès lors qu'on est dans la classe politique, on doit avoir cette capacité à pouvoir dialoguer. C'est ce qui a manqué au niveau de la proposition de loi constitutionnelle. C'est ce qui a aussi manqué au niveau du code électoral. Il faut que la classe politique, si on avait des partis politiques forts, vous verrez qu'à des moments donnés, la classe politique peut dialoguer et discuter parce que je fais une différence entre l'opinion qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, l'opinion de la majorité des Béninois et ce qui doit être fait en tant que politique publique. Et ça, en matière de politique publique, c'est les partis politiques qui doivent peser, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et je pense que nous venons de faire un pas important parce que si, en 2026, si tout se passe bien, on aura peut-être 3 ou 4 partis au plus à l'Assemblée nationale et dans le contrôle des communes aussi, parce qu'ils ont prévu, selon ce que j'ai lu, un accord de législature pour permettre à des partis qui sont un peu faibles pour le moment
de s'allier momentanément avec un parti plus fort. D'accord de gouvernance. Accord de législature et accord de gouvernance au niveau local. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est transitoire. Parce que si on veut tendre vers un système où il y a 2 ou 3 partis politiques, on doit aussi à terme se défaire de cette ouverture du code électoral et permettre que les partis puissent véritablement s'exprimer. Moi, ma petite inquiétude, c'est que si, au soir du décompte, parce que je n'ai pas lu l'intégralité de la loi, au soir du décompte, on se retrouve, malgré les accords éventuels de législature, à ce que, bon, c'est peut-être un seul parti qui a pu avoir les 20% dans toutes les circonscriptions. Quelle serait la clé de répartition des sièges? Et si, éventuellement, aucun parti n'a pu avoir les 20%, malgré les accords de législature, dans les 24 circonscriptions électorales, comment ça va se passer? Je n'ai pas encore lu l'intégralité de la loi. Peut-être que dans quelques jours, on aura la mouture finale de cette réforme. Pour plus en parler. Il me plaît de préciser que le code tel qu'adopté au Parlement contribue à l'assainissement de la classe politique. Les questions de transhumance sont des questions qui ont été très préjudiciables à la suivi des partis politiques. Justement, nous avons vécu dans la vie parlementaire du Bénin des députés élus dans un parti politique qui, en pleine législature, avaient démissionné de leur groupe parlementaire, de leur parti ici. Donc, c'est des manques à gagner au parti politique. Vous savez, il n'y a pas de député il n'y a pas de personnalité qui arrive à l'Assemblée nationale, selon les tests en vigueur, sans être membre d'un parti politique. Ailleurs, il y a des personnalités libres, indépendants, etc. Au Togo. Il y a un certain nombre de pays qui ont cette tolérance. Mais certains pensent qu'empêcher la transhumance, c'est embrigader le député, celui qui fait la politique, c'est l'empêcher, c'est en quelque sorte porter atteinte à la démocratie. Non, qu'est-ce que vous en dites? C'est à la limite porter atteinte aux intérêts des individus. Mais il n'y a pas de mieux à faire que de couper court à la transhumance. Et c'est traduit, c'est l'une des innovations majeures de ce code-là, que la fidélité, à son parti politique. Aucun député, aucun maire ne peut parrainer un candidat en dehors de celui de son parti politique. Je crois que c'est à saluer. Vous savez, il n'y a pas qu'à l'église ou à la mosquée qu'il faut prôner l'éthique et la morale. La probité. Non, la scène politique, même si elle est hors des bonnes ordinaires, doit être aussi un champ d'expérimentation de la sagesse et de la vérité. Nous avons de jeunes qui militent dans les partis politiques, qui ont envie de surfer sur des expériences des personnalités qui sont devant eux. Tel que c'est voté aujourd'hui, le responsable de parti politique peut avoir l'assurance que quand il part à l'Assemblée nationale avec un nombre précis de députés ou il a un certain nombre précis de maires, qu'il n'aurait pas de jeu qui lui soutille de députés. Il y aura pas le pouvoir de l'argent. Oui, il y a une dernière expérience à l'avènement du rejet de la proposition de loi Hassan Seyibou sur la Constitution. Mais il y avait eu beaucoup de suspicions. Puisqu'on avait dit, bon, le pouvoir va acheter les députés LD. Il ne manquait que quelques députés dont il fallait le faire, etc. Si cette disposition-là était en vigueur, personne ne pourrait penser ça. Aujourd'hui, nous sommes cadrés et les députés, les personnalités politiques sont cadrés que lorsque vous arrivez dans une étoffe à l'Assemblée nationale, vous gardez cette étoffe politique jusqu'à la fin de la législature. C'est à saluer et c'est important. Nous avons vécu des époques où des individus avaient la possibilité de se faire élire à eux seuls. J'ai en mémoire la 3e législature
où il y avait 4 à 5 partis politiques qui n'avaient qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Et ce sont ces députés-là qui font la loi, qui faisaient la loi à l'Assemblée nationale. Ils sont 5 dans une majorité, et pour la plupart, non, 3 sur 2 étaient de l'opposition. Et cette opposition, la troisième législature, c'était 42 contre 41. Donc c'était compliqué, et cette majorité était consolidée pour l'opposition par le parti Kadounia, issu du FA à la FIA. Nous devons saluer ça. On n'a pas besoin, je crois, dans ce débat de code électoral, intellectuels que nous sommes, citoyens que nous sommes, nous devons nous départir de nos passions personnelles. Et de lire la profondeur du test. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui disent mais on a fait telle chose, on a fait, sans connaître même les dispositions qui sont dans ce code électoral-là. Le code, en général, tel que fixé aujourd'hui, appelle les hommes politiques à un minimum de responsabilité, à un peu d'éthique et à un dévouement pour le parti politique et non pour les intérêts personnels. Franck, je me retourne vers vous. On a entendu des députés crier à l'exclusion. Est-ce que ce code en l'état est un code d'exclusion, sans langue de bois? Non, je pense que premièrement, tel que le code, enfin, je dis que je ne l'ai pas lu encore, mais ce que j'ai pu lire de part et d'autre, tel que le code est libellé, c'est que tout le monde part à zéro. Tous les partis politiques. On parle aujourd'hui des démocrates, on parle de l'UPR et de l'UPR, mais c'est ouvert à tous les partis politiques qui sont régulièrement enregistrés. Donc on ne peut pas parler d'exclusion à ce niveau? Non, pas du tout. Deuxièmement, on va à 2 élections qui ne nécessitent pas de parrainage. Puisque vous parlez des 2 premières élections, oui. Est-ce que ce code empêche des partis à participer à ces 2 premières élections? Non, pas du tout. Et donc, quand vous citez les démocrates, quand vous citez le bloc républicain, quand vous citez l'UPR, vous faites économie de vérité. Parce que le code là permet à tous les partis politiques enregistrés et qui sont reconnus d'aller aux élections générales, ne serait-ce que pour les législatives, les communales de janvier 2026. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'exclusion. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense même que au sein de la majorité présidentielle, il y a des partis qui sont menacés par ces dispositions. Comment? Le fait de dire qu'il faut avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales, vous pensez que au niveau de la mouvance présidentielle, le fait d'avoir 2 partis arrange ça? Ça n'arrange pas ça. Ah oui? Pas du tout. Parce que, disons que autour du président de la République, il y a un réservoir unique d'électeurs. Et autour du principal parti de l'opposition, il y a un réservoir unique d'électeurs. Et donc, plus vous êtes nombreux à puiser dans le même réservoir, moins vous avez de chances d'avoir les 20%. Donc, je pense que au sein de la majorité présidentielle, il faut avoir des inquiétudes, parce qu'ils sont 2. Ils sont 2 grands partis au sein de la majorité présidentielle. Je crois que c'est pour cela que la possibilité d'accord de législature a été évoquée. Deuxièmement, je pense aussi que au niveau de l'opposition, toutes les chances sont là pour les démocrates. Parce que, comme je le dis, moi je pense qu'il y a un réservoir unique pour l'opposition, un réservoir unique pour la majorité présidentielle. Et donc, aujourd'hui, il faut travailler... ont l'assurance d'aller aux élections générales. Si il y a les élections législatives, tous les partis peuvent aller. C'est vrai qu'il y a une règle dans le code électoral qui dit que si vous ne participez pas après votre enregistrement à 2 élections,
vous pouvez avoir à subir des conséquences. Mais je pense que le code électoral, à partir de maintenant, invite les partis politiques à renforcer leur implantation au niveau des 24 circonscriptions électorales pour ce qui concerne les législatives et au niveau des 546 circonscriptions électorales pour les communales. Et je pense que les 20% ne s'appliquent que pour les 24 circonscriptions pour les législatives et que pour les communales, c'est 10% au niveau de la circonscription électorale et 10% au niveau national. Et comment en attendant, le code oblige l'ensemble des partis à plus de performance. Ça. Vous savez, comment faire pour aller à la performance, vous avez le BR et les démocrates qui ont le même nombre de députés à l'Assemblée, 28. Le minimum aujourd'hui pour parrainer, à partir de 2026, c'est 28. J'estime que quand on est arrivé à 28, on peut faire plus. Et il y a eu, à la limite, une chance, il y a encore une chance pour les partis de l'opposition, puisque les démocrates n'ont que 2 députés maintenant. Après les communales de 2026, il est possible et il est normal qu'ils aient 2 maires. Donc, avec plus de possibilités d'avoir 28 élus à la cause de leur candidat à la présidentielle. Mais le danger est là. Lorsque vous croisez les bras en tant que parti politique et que vous ne dynamisez pas les cellules de base de votre parti, vous serez surpris par les résultats. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une logique de forte concurrence politique et les plus performants, les plus sûrs, ceux qui auront l'assurance de tenir le bon discours aux électeurs seront ces partis-là qui pourront tirer leur épingle du jeu. Bon je ne dis pas Est-ce que le discours suffira? On ne cite que l'UPR et le BR au sein de la mouvance. Mais il y a d'autres partis. Il y a le Rassemblement, la Renaissance nationale. Il y a Mouel Bénin, etc. Pour ne citer que ces 2 partis-là. Rien ne dit que d'ici à 2026, ces partis... La FCBE. La FCBE n'est pas de la mouvance. Oui, mais c'est un parti de l'opposition. C'est un parti de l'opposition. Donc, l'ensemble de ces partis, d'ici à 2024, s'ils trouvent le chemin utile à convaincre les électeurs, on peut les compter parmi les partis les plus forts dans 2 ans. C'est un travail de fond, c'est un travail de démocratie interne, c'est un travail d'écoute de ceux-là qui sont à la base et qui travaillent à renforcer les partis politiques. Si un parti politique, avec le nouveau code, n'a pas de cellule de base dans les arrondissements, dans les villages, il serait difficile pour ces partis. Il n'y a pas dit, on peut être grand aujourd'hui. Je prends le cas du BR, qui a plus de 50 députés, mais nous n'avons aucune assurance que demain, du moins l'UPR, l'UPR qui a plus de 50 députés, nous n'avons aucune assurance, si ce parti ne travaille pas, qu'en 2026, il pourrait avoir autant. Les démocrates peuvent avoir plus de députés que 28. Donc, le chemin est ouvert, le champ est ouvert, et aux plus intelligents de travailler à ce que leur parti soit consolidé. Aux plus intelligents de travailler à ce que leur parti soit consolidé. Il faut qu'on y arrive véritablement. Dans ce code également, l'on écrit quelque part que les chefs du village ou des quartiers de ville seront issus de la base des données de l'élection municipale de 2020. Est-ce que c'est parce qu'on a pu organiser les élections Oui, vous savez, on a toujours déploré l'absence des élections locales. C'est les vraies élections locales, c'est à ce niveau-là. Et tant qu'on ne va pas faire les élections à ce niveau, on n'aura pas une démocratie locale parfaite. Parce que l'apprentissage même de la démocratie commence dans les quartiers de ville et les villages. Pourquoi? Parce que c'est un niveau plus sain où les enjeux ne sont pas très opposés, où on ne parle pas de milliards, mais on parle de s'asseoir ensemble pour voir comment on règle le problème de telle salle de classe, de telle voie qui se dégrade, comment on mobilise le village pour réparer telle voie, etc. Donc, quand on commence l'apprentissage dans un environnement relativement sain comme le quartier et le village, on se forge pour aller au niveau communal. Et du niveau communal, on va maintenant
au niveau national. Et donc, cet apprentissage-là est indispensable pour que nous ayons au niveau national des acteurs pétris. Vous voyez, il y a des ministres dans d'autres pays qui tiennent à rester maires, qui tiennent parce qu'ils viennent de là. Et même quand ça va se gâter au niveau national, ils savent qu'ils vont revenir là, en Côte d'Ivoire, en France, etc. C'est ça. Donc, le niveau local est le niveau qui impulse, disons, la vraie démocratie à la nation. Et au niveau local, nous avons les organes infracommunaux qui sont des acteurs essentiels de la démocratie à la base. Donc, rétablir ce niveau-là, parce qu'on n'a pas fait les élections depuis, c'est une bonne chose. Mais les partis politiques aussi doivent agir au niveau local, au niveau quartier, village. Et moi, je pense que pour 2026, vous en avez parlé, le docteur en a parlé aussi, il faut que les partis politiques sortent des gestions qui sont des navigations à vue. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, c'est une organisation très sérieuse qui se gère avec des outils. Le plan stratégique de développement, le plan de conquête des électeurs, le plan de communication, c'est des outils qu'un parti politique doit avoir en plus de son plan de travail annuel. Mais pour avoir ces outils-là, il faut l'idéologie de base. Il faut que, dans le paysage politique, on puisse distinguer par l'idéologie les grandes formations politiques d'aujourd'hui. Les démocrates, quelle est leur idéologie? Qu'est-ce qui les distingue des républicains et des progressistes? Qu'est-ce qui distingue chaque formation politique? Si je vote bloc républicain, est-ce que dans ma commune, il y aura diminution de l'impôt foncier ou augmentation? Est-ce qu'il y aura plus de soutien, disons, aux jeunes qui cherchent de financement pour l'emploi, les femmes qui ont des groupements pour l'entrepreneuriat? Donc, il faut que les partis politiques fassent ce travail de fond pour que, d'abord, l'idéologie les distingue. C'est pour ça que ces partis se démarquent par leur idéologie. Et en l'État, ça ne se sent pas. Non, encore. Ça ne se sent pas. C'est pour ça que BR et UPR, qui sont républicains et progressistes, ont pu soutenir le président Patrice Talon. Donc, ailleurs, on a tellement distingué les partis sur la base de leur idéologie qu'on en est arrivé à trouver certains qui sont de la droite, d'autres qui sont à gauche, d'autres qui sont centristes, conservateurs, chrétiens, etc., etc. Donc, c'est un travail essentiel et le fait de relever le niveau des hostilités électorales dans notre pays, c'est une invitation à ce que véritablement les partis politiques puissent se démarquer par leurs idéologies, par les outils, la qualité des outils de gestion, mais aussi par la cohésion interne. Vous savez, j'ai suivi les élections dans l'Ouémé, dans certaines localités, j'ai eu des retours où c'est parce que le positionnement a été mal fait que ceux qui étaient frustrés ont œuvré contre leur propre parti politique. Vous voyez? Donc, on a 1 an et demi pour travailler à la cohésion. Quand il y a la transparence, quand il y a des règles qui sont claires, il y a la cohésion. Mais quand il y a l'opacité, quand c'est un groupe qui décide sans que la majorité ne discerne comment c'est fait, il n'y aura pas la cohésion. Or, les partis politiques sont aujourd'hui appelés à rassembler du nord au sud, de l'est à l'est, pour impulser la cohésion nationale. Vous voyez? Donc, si tu n'es pas cohérent en toi-même, si je n'ai pas de cohérence en moi-même, si je ne suis pas cohérent avec mon épouse et mes enfants, comment je peux demander aux autres d'être cohérents? Donc, il faut que, à l'interne, au niveau des partis politiques, on travaille à cette cohérence et
le chemin le plus sûr, c'est des règles de transparence, c'est des règles claires de démocratie, c'est des règles de gestion qui sont connues de tous et qui sont appliquées sans qu'on ne dise aujourd'hui c'est telle personne, on ne peut pas appliquer les règles. Vous voyez. Donc je pense que pour ce que nous avons eu comme retour du code électoral, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on n'est pas obligé de faire perdurer la médiocrité. On va tirer les conclusions dans quelques minutes. Bon. Docteur Etienne Alosupo, les partis politiques, les militants, aujourd'hui, vous avez suivi, Franck, les gens ne cotisent même pas dans les partis politiques. Et alors que pour aller à ce que souhaite Franck, il faut cotiser. Les gens y vont plutôt, ils sont militants parce qu'ils y vont, ils attendent des dirigeants des partis politiques. Ils veulent se mettre dans les poches avant de voter pour les partis politiques. Et donc je vous laisse répondre d'abord en 2 minutes. Justement, je parle de la caution en même temps. Oui, tout à fait, si vous le voulez. La caution, pour être candidat à la présidentielle, est passée de 50 millions à 25 millions. 25 millions. C'est une doléance longuement murmurée par l'opposition. Aujourd'hui, eh bien, c'est fait. Mais normalement, lorsque le parti choisit un candidat, ce n'est pas le candidat qui paie de sa poche. Les 25 millions doivent être le fruit des cotisations de chaque militant du parti. Nous devons en arriver là. Nous n'étions pas là parce qu'il y avait quelques individus qui étaient forts, qui pouvaient bien payer pour tout le monde. Je me rappelle dans certaines arcanes politiques, à la veille des élections, du dépôt des dossiers, c'est chez le président du parti qu'on amène tous les actes de naissance, toutes les pièces d'identité, etc. etc. Et c'est de sa maison qu'on va déposer les dossiers. On a, le code là nous permet d'avoir une avancée par rapport à ça. Et les militants doivent savoir désormais que le parti est un patrimoine commun auquel il faut contribuer. En gros, ce code qui a été adopté met fin à la transhumance politique. Ce code eh bien, est inclusif parce qu'il n'y a aucun parti politique à l'étape actuelle qui soit exclu de la course en 2026. Ce code met au centre les partis politiques comme les leviers principaux du développement et de la gouvernance. Et enfin, ce code appelle à l'édification de leaders forts qui puissent avoir des appuis des partis politiques. Et quand je parle de partis politiques, ou de son parti politique, et quand je parle de parti politique, c'est sur l'ensemble du territoire national, parce que ce code fait en sorte que désormais, un parti qui existe au Bénin, pour être représentatif, doit être national. Est-ce que je considère que c'est votre mot de la fin? Ou bien, je vous donne quelques secondes alors si vous le voulez bien. Pour votre mot de la fin. Je vous donne quelques secondes pour votre mot. Non, je crois que nous devons nous départir des passions. Chacun est libre d'être contre le pouvoir ou d'être avec le pouvoir. Mais lorsqu'il s'agit des questions fondamentales de développement qui portent atteinte, des questions qui portaient atteinte au bien-être commun, nous devons nous entendre sur l'essentiel. Ceux qui critiquent le code, je n'ai pas encore vu d'arguments très solides qui battent ce code en brèche. Mais ça reste, nous n'avons pas une démocratie de 100 ans, nous n'avons pas une démocratie de 200 ans. C'est à l'expérimentation que nous allons détecter les faiblesses, quitte à les corriger dans le temps. Et ce code n'est pas une Bible non plus, Franck. Non, pas du tout. La Bible, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est cohérent. C'est écrit, j'aime à le dire, c'est écrit sur 1500 ans par différents auteurs, mais avec une cohérence extraordinaire. Et donc, on nous a dit que ce code, si on le veut, 6 mois avant les élections, peut être encore révisé. Oui, je pense que selon les accords de la CEDEAO qui ont été acceptés par le Bénin, il ne faut pas changer les règles du jeu à partir de 6 mois avant le scrutin. Et donc, on est largement au-delà de cette période. Et je pense aussi que, disons qu'on peut faire des critiques par rapport
à cette réforme législative dès lors que la Cour constitutionnelle se serait prononcée et qu'on aura la loi promulguée. Je pense que tout le monde peut vraiment lire et faire des critiques. Mais ce que je retiens, c'est que le parcours pour réformer le système partisan est vraiment long, parce que depuis, c'est une réforme phare du chef de l'État depuis 2016, et ce n'est qu'en 2026 qu'on va voir le premier fruit de cette réforme du système partisan. Donc ce n'est pas facile, et je souhaite que tous les acteurs puissent travailler à ce qu'on puisse avoir des partis politiques dignes de ce nom, pour que ce que nous avons observé au lendemain des indépendances, qui a profondément divisé le pays. Ensuite, ce que nous avons observé au lendemain du renouveau démocratique, qui a émietté le pays, qu'on puisse fermer cette page et qu'on puisse avoir des partis politiques forts pour limiter les désidératas de ceux qui sont à la tête du pays. Parce que si le président Patrice Talon avait été proposé par un parti politique, régulièrement, les leaders de cette formation politique pourraient lui chuchoter dans les oreilles qu'il est en train de s'éloigner de la ligne qui a été tracée quand il a été choisi. Aujourd'hui, on pense que le BR et l'UPR peuvent le faire, mais ce n'est pas évident, parce que c'est des partis qui sont venus après son élection à la magistrature suprême de notre pays. Donc, c'est des partis qui le soutiennent, ce n'est pas des partis qui l'ont fait comme président de la République. Et je pense qu'en 2026, l'idéal aurait été qu'on puisse avoir un président de la République redevable d'un parti politique. Sachant, vous savez, on parle de la France, mais ce n'est pas forcément mauvais. Nicolas Sarkozy, il savait que s'il prenait le contrôle de l'UPR, c'était ça, hein, l'Union pour la République, le parti de Jacques Chirac, il savait que s'il prenait le contrôle de ce parti politique, même si Jacques Chirac le voulait ou pas, il serait président. En tout cas, il serait le candidat de cette formation politique, et c'est ce qu'il a fait. Quand bien même Dominique de Villepin a été préféré comme Premier ministre par Jacques Chirac, c'est Nicolas Sarkozy qui a été le candidat de l'UPR pour l'élection présidentielle, et il a gagné. Il a gagné simplement en prenant le contrôle de cette formation politique. Et je souhaite qu'on puisse avoir de ces choses-là dans notre pays. Merci. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Je n'ai pas salué les téléspectateurs de Eden TV. C'est un plaisir pour moi de les retrouver de temps en temps quand vous m'invitez. Merci infiniment, Franck Kenevor. Je rappelle que vous êtes expert en communication et en gouvernance locale. Vous êtes analyste politique. Merci d'être venu dans ce studio pour apporter des clarifications et pour surtout répondre à nos questions par rapport aux innovations du nouveau code électoral. Eugène Alossoupo, il était aussi dans ce studio, docteur Eugène Alossoupo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions parlementaires, analyste politique. Merci d'être venu. On retient essentiellement que ce code électoral, j'allais dire, vient donc renforcer les partis politiques. Ce n'est pas un code d'exclusion, et que c'est un code qui donne l'assurance de la participation de l'opposition aux élections et pourquoi pas de tous les autres partis régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur. Merci d'être venu une fois encore, et merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. C'est bien Marseille Edo qui a réalisé cette émission avec Alain Alou, Gérard et Emmanuel au son, et Martin Tonissé était à la diffusion. Modeste Mondé-Kondi, c'est lui, notre community manager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à bientôt.